Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Euronews Soir. Voici tout de suite les titres de ce mercredi. Recep Tayyip Erdogan sous pression, le vice-président américain est attendu à Ankara pour tenter de négocier un cessez-le-feu dans l'offensive contre les Kurdes en Syrie. Vladimir Poutine recevra le président turc dans les prochains jours. Le Kremlin est-il le médiateur de cette crise? On fera le point avec notre journaliste du service russe. Nous reviendrons aussi sur le bilan humanitaire désastreux lié au combat. Alors que certaines ONG quittent le nord syrien pour des raisons de sécurité, des agences de l'ONU poursuivent leurs opérations. Nous avons contacté l'une d'entre elles, vous l'entendrez. À la une également ce soir, les bases d'un accord sur le Brexit qui sont prêtes selon le président du Conseil européen Donald Tusk. 2 semaines avant la date fatidique du 31 octobre, les négociations se sont intensifiées. Tous les détails à suivre. Et puis en Catalogne, après les scènes de guérilla, quelle réponse de Madrid alors que la mobilisation des indépendantistes se poursuit? 2 jours après la condamnation de 9 de leurs leaders, le chef du gouvernement Pedro Sánchez prépare la riposte. L'opposition réclame des mesures de sécurité exceptionnelles. Qui pour infléchir la position de Recep Tayyip Erdogan 1 semaine après le début de son offensive contre les Kurdes? Le président russe refusait encore aujourd'hui toute possibilité de cesser le feu dans le nord de la Syrie. Le vice-président américain Mike Pence et le secrétaire d'État Mike Pompeo sont attendus à Ankara pour tenter de négocier une trêve. On fait le point avec Annelise Fantino. Sur les routes du nord-est syrien, des blindés de Moscou ont remplacé les soldats américains. Des images brandies par la télévision russe après l'annonce du Kremlin d'envoyer des patrouilles dans la région. La décision de Washington de retirer ses troupes a laissé le champ libre à l'offensive turque menée contre les Kurdes depuis près d'1 semaine. Le président turc Recep Tayyip Erdogan exige que les forces kurdes déposent les armes. Après avoir refusé le dialogue, il doit finalement rencontrer ce jeudi le vice-président américain Mike Pence, dépêché par la Maison-Blanche pour obtenir un cessez-le-feu. L'opération Source de paix durera jusqu'à ce que nous ayons pu pénétrer sur 30 à 35 km à l'intérieur des terres, le long de la bande allant de Minbej jusqu'à la frontière irakienne, comme nous l'avons dit. Il n'y a pas d'exception, ni de doute, ni d'alternative à ce sujet. Faute de soutien pour affronter l'armée turque, les milices kurdes qui ont combattu le groupe État islamique ont scellé un accord avec le régime syrien. Une situation préoccupante alors que Daesh n'est pas vaincu, estime Paris. Il faut mettre tout ça sur la table et dire qui fait quoi, qui veut continuer, qui arrête. Parce que cette intrusion turque est inacceptable, elle est condamnable, elle est insupportable, elle remet en cause notre sécurité. Il faut donc que la France ait une position très forte là-dessus. Nous avons été entendus par les Européens, il faut que la coalition se réunisse dans les plus brefs délais. Les plus brefs délais, ça veut dire les jours qui viennent. D'après les Nations Unies, l'intensité des combats a poussé plus de 160 000 civils à fuir le nord-est de la Syrie ces derniers jours. Si Recep Tayyip Erdogan semble rester sourd aux appels des Américains et des Européens, Vladimir Poutine apparaît en revanche comme le grand médiateur dans cette crise. Pour en parler, on rejoint au cœur de la rédaction d'Euronews Gleb Chatounovski, journaliste de l'équipe russe. Gleb, bonsoir. Alors que le président américain est accusé d'avoir abandonné les Kurdes en procédant au retrait de 1000 soldats du nord syrien, le rôle du président russe apparaît, lui, comme déterminant. Pour certains experts en Russie, la réponse est oui. Et l'objectif final est évident, pousser les Kurdes à aller chercher la protection de l'armée syrienne et repousser toute les velléités d'indépendance des Kurdes. Erdogan a la scène offensive. Et la décision de Donald Trump de retirer les troupes américaines du nord syrien n'a laissé d'autres choix aux Kurdes qui se tournaient vers Bachar al-Assad, qui apparaît alors comme un libérateur. En Russie, les analystes perçoivent la situation comme un compromis forcé. Bachar al-Assad pourrait prendre le contrôle sur les territoires qui étaient quasi autonomes, ce qui au final conviendrait plus ou moins à tout le monde, Vladimir Poutine, Donald Trump et même Recep Tayyip Erdogan, qui sort comme le grand vainqueur. Pour certains, c'est le président russe Vladimir Poutine. Alors que Donald Trump et Erdogan sont critiqués de toutes parts, lui apparaît comme ayant se gardé son statut de l'arbitre et le médiateur dans la crise. Surtout que le Kremlin a exprimé son souhait d'éviter une confrontation directe entre la Syrie et la Turquie.
Merci Gleb pour ces précisions. Et pendant ce temps, la situation humanitaire reste extrêmement précaire. Les combats ont provoqué le déplacement d'au moins 160 000 personnes selon les Nations Unies. Et certaines organisations humanitaires comme Médecins sans frontières annoncent quitter le nord de la Syrie pour des raisons de sécurité. Plusieurs agences de l'ONU ont annoncé poursuivre leurs activités. Je vous propose d'écouter le porte-parole du Programme alimentaire mondial, Hervé Verroussel, à ce sujet. Nous apportons une aide alimentaire d'urgence. Nous avons déjà envoyé un peu moins de 150 000 repas qui sont sur la route. Parmi ces 150 000 repas, je dirais qu'à l'heure où nous parlons, 90 000 d'entre eux ont déjà été délivrés à des familles qui en ont besoin. C'est donc un chiffre très important. Nous avons pu agir très rapidement. Nous avons en fait, au Programme alimentaire mondial de l'ONU, un stock que nous avons préparé de 450 000 repas pour une personne pendant 5 jours. Donc nous pouvons très rapidement livrer jusqu'à 450 000 lots d'alimentation pour couvrir 5 jours. Et le sujet devrait être au menu du Conseil des ministres franco-allemands qui réunit Emmanuel Macron et Angela Merkel ce soir, à la veille d'un sommet européen lourd en enjeu. Il sera aussi question du Brexit, puisque les négociations entre Londres et Bruxelles se sont intensifiées ces dernières heures. Les bases d'un accord seraient prêtes, selon les dires du président du Conseil européen, Donald Tusk. On voit les détails avec Stéphanie Morbois. Les bases d'un accord sont prêtes et en théorie, demain, nous pourrions approuver cet accord avec la Grande-Bretagne. Ce sont les mots du président du Conseil européen, Donald Tusk, à Bruxelles ce mercredi après-midi à propos du Brexit. Un accord pourrait donc se concrétiser dans les prochaines heures. Donald Tusk se dit optimiste, mais il préfère rester prudent. Il y a beaucoup d'agitation côté britannique, dit-il, et avec le Brexit et nos partenaires britanniques, tout est possible. Les négociateurs britanniques et européens sont réunis en ce moment à Bruxelles dans l'espoir d'aboutir à un accord avant la tenue du sommet européen de jeudi et vendredi. Les images de guérilla urbaine en Catalogne ont de nouveau choqué l'Espagne et aujourd'hui la mobilisation s'est poursuivie pour demander la libération des 9 leaders indépendantistes condamnés à des peines de prison. À Madrid, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez prépare sa riposte. L'opposition réclame des mesures d'urgence. Récit signé Cyril Fourneris. Barcelone se prépare à une nouvelle marée humaine rouge et jaune. Ces indépendantistes catalans sont partis de Gérone à pied ce mercredi. Ils participent à l'une des 5 marches pour la liberté qui vont converger à Barcelone vendredi, jour de grève générale et de manifestation. Les séparatistes comptent laisser éclater leur colère comme ils le font déjà depuis lundi et la condamnation à Madrid des anciens dirigeants de la région. Si la colère ne transpire pas non plus sur ces images tournées dans la ville de Vic, elle se devine davantage à Barcelone. Le centre-ville porte les traces des violents affrontements des 2 derniers jours. Au total, une 50aine de personnes ont été arrêtées. On dénombre 140 blessés, dont la moitié sont des policiers d'après le gouvernement local. Des scènes de guérilla qui inquiètent, comme l'explique Carlos Carnicero, analyste politique. Nous constatons à quel point les manifestations deviennent de plus en plus violentes. Elles sont dirigées par un groupe appelé Tsunami démocratique et il est difficile de savoir qui est derrière ce mouvement. Il a clairement l'effet d'un tsunami car nous avons vu Barcelone en flammes. C'est inquiétant de voir que le président catalan ne condamne pas la violence. Il pourrait simplement dire oui, vous avez le droit de manifester mais toujours pacifiquement. Le gouvernement régional s'est réuni d'urgence ce mercredi face aux émeutes, une réunion qu'a quitté Quim Torra, président catalan, pour se joindre aux marches de la liberté. Dans le même temps, à Madrid, on s'organise pour répondre aux défis des indépendantistes. Le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a convoqué un par un ce mercredi les chefs des principaux partis d'opposition. Une nouvelle suspension de l'autonomie de la Catalogne n'est pas exclue. Mais quoi qu'il arrive, la réponse sera avant tout catalane, rappelle Carlos Carnicero. La société catalane est une société multiculturelle. Le taux de soutien à l'indépendance est actuellement à hauteur de 44% de la population catalane. Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas tant du peuple catalan contre le reste de l'Espagne, mais avant tout de la société catalane. C'est une société plurielle.
Certaines personnes sont en faveur de l'indépendance, mais elles ne sont même pas majoritaires selon les sondages. Et comme chaque soir désormais, nous vous proposons de faire un tour d'horizon des sujets traités par les autres services linguistiques d'Euronews. Les voici en partie en version originale. Fui preso para que não pudesse ser candidato a presidente da República. Et on commence par nos collègues de l'équipe portugaise qui reviennent sur cette interview accordée par l'ex-président brésilien Lula depuis la prison de Curitiba où il est incarcéré depuis 1 an et demi pour corruption. Lula a acclamé son innocence et a sévèrement taclé l'actuel président brésilien Jair Bolsonaro concernant son attitude vis-à-vis du président français. Bolsonaro n'est pas prêt politiquement, a-t-il déclaré. O atual presidente brasileiro, Lula da Silva, não poupa críticas a Bolsonaro. Με την απολογία του Ηλία Κασιδιάρη συνεχίστηκε η δίκη της Χρυσής Αυγής στο εφετείο Αθηνών. L'équipe grecque revient de son côté sur la suite du procès du parti néofasciste Obdoré en Grèce. L'ancien porte-parole du parti, Ilias Kassidiaris, s'était appelé à la barre. Il a dénoncé une conspiration politique. En tout, 69 personnes sont jugées pour appartenance à une organisation criminelle et pour différents crimes et délits. Un procès fleuve qui dure depuis déjà 4 ans. Et puis l'équipe hongroise se penche quant à elle sur les problèmes liés à l'eau que le monde entier va devoir affronter. Un thème au centre d'un sommet de 3 jours à Budapest. Les représentants d'une centaine de pays et d'organisations ont répondu présents. Des innovations pour lutter contre le gaspillage de l'eau étaient également exposées. En raison du développement démographique, notamment, selon les Nations Unies, les pénuries d'eau vont fortement s'aggraver dans les 15 prochaines années. Et pour terminer ce journal, retour sur l'un des plus grands tubes du rock britannique, Love Will Tear Us Apart, du groupe Joy Division. C'était il y a 40 ans à Bruxelles. Rencontre avec Peter Hook, bassiste du groupe, qui nous plonge dans les coulisses de la naissance de ce tube. Un riff qui colle à la peau. Il y a exactement 40 ans naissait l'un des plus grands titres du rock britannique, Love Will Tear Us Apart. Et ironiquement, c'était à Bruxelles. C'est ce qu'explique à Euronews Peter Hook, le bassiste de Joy Division. Love Will Tear Us Apart a commencé par un riff de basse et un riff de batterie. Donc c'est le vôtre ? J'en suis très fier. Je me souviens qu'Ian Curtis a été très sympa. Il m'a dit « Ce riff est fantastique. Je vais mettre des paroles dessus. » Et moi, je me suis dit « Waouh !» Love Will Tear Us Apart a été écrit en 2 répétitions, 3 heures. Ian est rentré chez lui entre les deux, il a écrit les paroles, il est revenu et paf, c'était fait. Les riffs de batterie qui sont incroyables, c'est l'œuvre de Steve. Quand tu les écoutes bien, le roulement à la fin de chaque séquence est juste fantastique. Annie Conneray venait de Bruxelles, c'était la petite amie d'Ian Curtis. Bruxelles a été la première ville à l'étranger dans laquelle on a joué. C'était au plan K, et c'est plutôt ironique quand on voit ce qui se passe avec le Brexit. Moi j'essayais de partir, j'ai passé toute ma vie à essayer de rentrer dans l'Union européenne. Et maintenant on me renvoie contre mon gré. Love Will Tear Us Apart a capturé l'esprit d'Ian Curtis, celui de Peter Hook, Bernard Sumner, Stephen Morris. Il a capturé l'esprit du temps. Heureusement, cet esprit perdure. Et en tant qu'être humain, l'amour vous déchirera toujours. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous sur Euronews. L'information continue tout de suite. Je vous retrouve demain pour Euronews Soir. D'ici là, passez une excellente soirée sur notre chaîne.